Dans les dernières années, je dirais dans à peu près les 7 dernières années, on a eu l'occasion de rencontrer plusieurs acteurs, que ce soit les personnes âgées eux-mêmes, les organismes communautaires, et on a vraiment réalisé, on a vraiment eu un portrait de compréhension de qu'est-ce que ces gens-là qui veulent demeurer à domicile, c'est quoi les défis, c'est pourquoi ils ont tellement le goût de demeurer à la maison, pourquoi ils ne veulent pas déménager. Et on s'est rendu compte que, c'est sûr, c'est bien complexe ces questions-là, mais ça revient tout à des services. Puis pas des services médicaux. Il n'y a personne qui nous a dit on n'est pas satisfait avec les infirmières qui viennent du programme extramural. Il n'y a personne qui nous a dit on devrait avoir le médecin qui vient. Au contraire, ils nous ont dit on a besoin de transport. On a besoin de gens qui vont venir nous aider à nous préparer ou avec le maintien de la maison, avec toute autre chose à l'extérieur de ce qui est médical. Et à un moment donné, on s'est dit, bien, il y a quand même des ressources dans ces communautés-là, surtout rurales, que l'on... Je ne pense pas qu'on bénéficie complètement. Par exemple, les foyers de soins. Alors, on s'est dit, on est dans une communauté, une province bilingue, où on a des foyers de soins dans la majorité de nos communautés. On en a 68 présentement à travers les communautés au Nouveau-Brunswick, anglophones et francophones. Alors, d'habitude, s'ils sont francophones, c'est parce qu'ils desservent une communauté francophone. Alors, on s'est dit, pourquoi ne pas ajouter des ressources à une structure qui existe déjà dans la communauté? Et ces ressources-là vont pouvoir répondre aux besoins des personnes âgées de ces régions locales-là sur la question du maintien à domicile. Et le grand luxe de ça, les gens nous ont toujours dit, nous, on ne veut pas d'étrangers dans notre maison. C'est une des raisons principales pourquoi les personnes âgées n'acceptent pas les services ou ne veulent pas demander de l'aide. Ils disent toujours, ça va être une personne étrangère, on ne la connaît pas, on ne la veut pas dans nos affaires. Avec les foyers de soins impliqués, souvent, c'est des gens de la communauté qui y travaillent. Ils connaissent madame ou monsieur, soit directement, soit par le biais de leurs parents, des matins, des menottes. Il y a toujours un lien à quelque part qui se fait. Et ça semblait, avec les discussions préliminaires qu'on a eues avant même de recevoir le financement, ça semblait être un facteur que, ben oui, si ça n'est une du foyer de soins qui vient, et moi je connais ses parents ou ses grands-parents, oui, certainement, elle peut venir m'aider. Alors déjà là, on avait un peu le consensus ou l'ouverture pour dire, oui, venez-vous-en, j'ai besoin d'aide, puis vous allez pouvoir venir. Parce qu'on oublie souvent que les foyers de soins, c'est à peu près 8 de la population des personnes âgées. Le reste demeure dans leur domicile. Exactement. Mais il y en a qui sont seuls dans leur domicile. Oui. Il y en a qui s'ennuient. Oui. Comment on fait pour essayer de diminuer ce phénomène-là d'isolement, de solitude qui... à la longue, détruit la santé physique et mentale, je crois. Exactement. C'est un phénomène, encore une fois, très complexe, l'isolement social. Ça fait sujet de beaucoup de recherches, sauf qu'on ne semble pas y trouver beaucoup de solutions bien pratiques. Pourquoi ne pas utiliser les personnes aînées de faire de la bénévolat pour d'autres personnes aînées? Oui. Est-ce que ça se fait peut-être déjà, je dis ça comme ça? Là? Oui, bien, il y a des communautés, surtout au Québec, mais quelques-unes aussi au Nouveau-Brunswick présentement, qui sont en train de regarder des modèles comme ça. Il y a Catherine Bigonès, avec qui je travaille, qui est dans la communauté de Kokang. Et à Kokang, ils sont en train de justement mettre sur pied un programme, si je peux dire, où ils vont demander aux gens de donner leur nom s'ils sont prêts à faire du bénévolat. Et de dire c'est quoi ils peuvent faire. Est-ce que c'est de la plomberie? Est-ce que c'est de l'électricité? Est-ce que c'est un transport? Mais ce sont des personnes âgées. Et ils vont pouvoir aller aider d'autres personnes âgées. Alors, genre guichet unique, mais un peu plutôt au niveau de bénévolat et de personnes âgées qui aident d'autres personnes âgées. Et même dans le projet auquel qu'on parlait juste tout à l'heure, au niveau de foyers de soins sans mur, dans la région, parce qu'il y a 4 régions d'impliquées dans ce projet-là, dans la région de Port Elgin, ça va être un peu la même chose. Il va y avoir une coordinatrice de projet qui va mettre sur pied, par le biais de bénévoles aînés, des gens qui veulent passer peut-être 1 heure au téléphone à appeler différentes personnes dans la communauté qui le demandent, pour s'assurer d'avoir une petite jasette, avoir un contact et même avoir des visites sociales. Parce que ça se fait un peu sournoisement, ça, de devenir isolé. Ça commence par les petits, quelqu'un passe à la retraite, puis tout à coup, il perd ses repères et tout ça, puis là, il s'enferme dans sa maison, puis là, à un moment donné, ça progresse et ça peut devenir nocif. Ça. Oui, et
vous le décrivez très bien. C'est souvent cause même d'un déménagement. Qui déménage pas? Une fois qu'on prend la retraite, on veut vendre la grosse maison, etc. Un déménagement, une transition, je ne sais pas, le décès du conjoint, une perte auditive. Où on se rend compte que là, on sort socialement comme on l'a toujours fait. Mais là, on comprend moins bien, c'est moins agréable et on se retire tranquillement. Et au début, les gens s'en rendent pas compte. Ah, ben, tu sais, Mme Leblanc a décidé de ne pas venir à soir. Ah, elle n'avait pas le goût. Mais là, à répétition, tout d'un coup, la personne, justement, a presque plus de contact social. Et tout d'un coup, on peut dire, ben bon, tu sais, elle est isolée. Mais c'est de le prévenir, c'est de pouvoir le reconnaître par les gens qui sont autour d'elle, tu sais, les amis, de créer cette, je sais pas, pas un mouvement, mais créer une façon pour que les gens réalisent que, ah ben moi, ma copine là, qui vient toujours, je sais pas, écouter de la musique avec moi, là, ça fait 2-3 semaines qu'elle vient pas. Qu'est-ce qui se passe? Je pense que je vais l'appeler, je vais aller la chercher, il faut être un peu proactif, mais aussi très conscient de qu'est-ce qui se passe autour de nous. Essentiel, parce que finalement, la solitude, on en parle, mais quand tu n'as jamais vécu ça, tu ne réalises pas à quel point ça peut être un cauchemar pour les personnes qui sont prises dans ce tunnel-là. Oui, exactement. Je veux dire, tout l'aspect de santé mentale, quand on parle de dépression, d'anxiété, il peut y avoir des sources justement d'isolement social. C'est pas les opioïdes qui vont régler ça. Non, pas du tout. Et même, je veux dire, les dernières recherches qui sortent du Royaume-Uni, de l'Europe, etc., nous disent que l'isolement social équivaut à 15 cigarettes par jour, à force que c'est néfaste chez la personne. Et ça, on ne s'en rend certainement pas compte. Ça, nous, je veux dire, tu sais, pour longtemps, on disait « Ah, ben oui, c'est nocif à la santé parce que la personne se mobilise moins, elle sort moins, elle n'a pas le contact social, au niveau mémoire, etc. » Mais là, on se rend compte que physiquement, il y a aussi des effets. Et quand on a vu les dernières recherches qui disaient « Ah, ben c'est un effet comme le tabagisme et l'obésité », mais là, le tabagisme, ils ont été plus loin que ça, puis on dit « C'est comme fumer 15 cigarettes par jour, l'isolement. » De par votre expérience, Mme Dupuis-Blanchard, est-ce que c'est possible de vieillir en santé? Certainement. Je pense que, puis là, il ne faut pas faire d'allusion, mais je pense que oui. Je pense que la définition de santé, par contre, il faut qu'elle soit flexible. Je pense que... Il faut être réaliste. Exactement. Qu'est-ce qui est en santé pour une personne de 50 ans et qu'est-ce qui est santé pour une personne de 85 est peut-être différente. Mais je pense quand même qu'il est possible de vieillir en santé. Si on a une définition un peu flexible de qu'est-ce qu'est la santé, moi je sais, je connais des gens... c'est le goût de vivre, finalement. Ben, exactement, c'est le goût de vivre. Pourquoi se lever le matin? C'est quoi notre plan pour la journée? Il faut avoir quelque chose, il faut avoir une raison pourquoi se lever. Et c'est quoi notre contribution? Et des fois, ça n'a pas besoin d'être la même contribution que l'on avait lorsqu'on était sur le marché du travail. Mais c'est quoi qu'on fait avec notre journée? Et la santé, comme je dis, ça ne veut pas dire qu'on ne prend pas de médicaments, puis qu'on n'a pas des bobos ici et là, mais la santé, c'est on a le goût de vivre quand même. Puis je pense que oui, honnêtement, qu'on soit en foyer de soins, qu'on soit à domicile, qu'on soit, peu importe, je pense qu'on peut vieillir en santé. Je ne vais pas abuser de votre temps, vous êtes très généreuse, mais je vais finir sur l'agisme. Oui. C'est une réalité qui existe, malheureusement. Oui. Et comment on fait pour changer ça? Cette perception-là est là. On dirait qu'on ne veut pas travailler avec des personnes âgées ou c'est la vieillesse, c'est l'âge, puis tout ça. Oui. C'est enraciné, ça, ce stéréotype-là, dans le fond. Exactement. C'est très, très sociétal, c'est très communauté. Puis les jeunes, ils ont ça dès un jeune âge. On a fait des études, justement, dans les écoles secondaires par rapport à la perception des 10e et 11e années par rapport au vieillissement. Puis ils nous ont dit, bien, on ne nous en parle pas. Il faut qu'ils nous en parlent dans les écoles, c'est quoi le vieillissement? À quoi ça ressemble? Déjà, eux, il y avait... Mais peut-être le montrer de façon différente aussi. Exactement. Au lieu de montrer le négatif que l'on entend toujours par le biais des médias, etc., montrons-leur justement ce 92% de personnes qui sont actives encore dans la communauté, qui ne sont pas en foyer de soins. Qui font du bénévolat. Qui font toutes sortes de choses, du bénévolat, une deuxième, troisième carrière, toutes sortes de choses qu'ils font dans la communauté. Si on peut valoriser ces volets-là du vieillissement, je pense qu'avec le temps, il faut changer d'attitude. On va avoir la grande majorité, je veux dire, on va avoir une proportion par 20-30, 20-36 de personnes âgées. Là, quand on parle de 1 sur 4 puis 1 sur 3, ça va avoir un impact sur la société.
on a des habitudes qu'on pense qui est réconfortantes, mais en fait, ça ne l'est pas du tout. Ça les diminue. Ben oui, certain. Puis, on a des stéréotypes très, très communs aussi. Je veux dire, on a juste à penser aux conducteurs âgés. Bien, tout le monde a presque une face à dire, une joke à dire par rapport à « Ah, ben conducteur, ben c'est un petit vieux » ou quelque chose. Mais oui, mais comme... Aussi longtemps qu'on n'est pas conscient de ça et qu'on ne fait pas un effort individuel, on le continue dans la société. Et si on veut le changer, je pense que ça commence avec une génération de jeunes, justement, qui n'entendent pas ces discours négatifs-là et qui peuvent... les recherches démontrent, à partir des élèves qui sont en deuxième année dans les écoles élémentaires, ils ont déjà des notions négatives par rapport au vieillissement.